Salut à tous, ravi de vous retrouver, motorstv.com qui vous accueille une fois de plus pour un nouveau numéro du débriefing F1. Et là on va parler de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix des États-Unis. Quel bel événement c'était, quel beau Grand Prix ça a été. Et quel beau discours nous allons avoir de la part de Jean-Luc Roy ici présent. D'abord, on ne montre pas du doigt et deuxièmement, Bon, t'as oublié ton Stetson. Oui. Je suis d'accord. J'ai voulu en chercher un ce matin précipitamment, oui. sympathique initiative. Extrêmement sympathique initiative qui nous maintenait dans l'ambiance et même jusqu'au podium, effectivement. Puis bon, l'hymne américain a cappella, etc. Voilà. Mario Andretti qui pose avec nos 3 champions du monde, formidable. Hein, que du bonheur. On va bien sûr parler dans quelques instants. Enfin, je te signale sur le podium, il y aura un béret, une baguette et un kit de rouge. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Bon. On va bien sûr parler de la victoire de Lewis Hamilton, de ce très beau duel qu'il y a eu avec Sébastien Vettel. Mais j'ai envie quand même de te dire que la première question qu'on a envie de te poser, c'est sur ce contexte, ce retour des États-Unis dans le concert de la Formule 1, ce Grand Prix d'Austin du Texas. Qu'en as-tu pensé ? Quel est le bilan après donc ce premier week-end de ce nouveau Grand Prix ? Que du bien. Je crois que déjà, l'appréhension, ou plus exactement l'attente, était de savoir si les pilotes allaient apprécier ce tracé. On savait qu'il y avait un dénivelé, on savait qu'il y avait une portion rapide au début, on savait que c'était sinueux sur la fin. On se demandait naturellement, comme toujours, sur tous les circuits, s'il était possible de dépasser et où. Eh bien, on en a eu la preuve en course. On a vu que vraiment, c'est un tracé qui est formidable parce qu'il marie justement des notions et des références un petit peu différentes. On a parlé du snake, pour ceux qui connaissent du côté de Suzuka, avec l'enchaînement de courbes rapides juste après ce fameux virage masqué. Alors, si on commence. Alors, on commence. Alors, le mur. Alors, le mur sympa. Oui. Pas quand même comme certains ont voulu le comparer avec Spa, rien à voir. Parce que du côté de Spa, il y a une compression. D'abord, une descente terrible, une compression à fond. On remonte et en haut, c'est vrai qu'il y a une courbe à gauche, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, d'abord, on part, on n'a pas cette compression, on monte, et puis effectivement, il y a un problème de visibilité, et puis ce gauche très serré avec un espèce d'entonnoir. On a craint le pire au moment du départ. Heureusement, le pire ne s'est pas produit, mais on a vu des manœuvres de dépassement audacieuses et tout s'est bien passé. Bon, quelque part, il aurait pu être plus long même, ou la montée. C'est bon, ça y est, tout de suite, on est en haut et ça plonge. Oui, mais je crois que les pilotes assis par terre comme ils le sont ont une visibilité qui est proche de zéro, parce qu'effectivement, il faut bien voir qu'à Spa, même, j'ai eu la chance de le faire dans une voiture à plusieurs reprises, pas une Formule 1 malheureusement, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Donc là, j'imagine que les pilotes assis par terre ne voient rien du tout. Alors, il faut bien avoir ses repères, etc., notamment au niveau du freinage, et notamment en matière d'adhérence, on y vient, puisque bien sûr, le circuit étant tout neuf, il fallait le déverminer, il est vert, comme disent les pilotes, il fallait le charger en gomme, donc retrouver de l'adhérence, enlever un petit peu de poussière, et on a eu le plaisir de voir que la trajectoire, qui était unique d'ailleurs pendant les essais, s'est élargie en course, parce qu'il y a eu des tentatives de dépassement. Donc bon, pour moi, le mur, d'accord, sa descente, c'est sympa, puis alors, toutes ces courbes, génial, génial, parce qu'on a vu des bras de fer, même entre équipiers, de mémoire, Senna et Maldonado s'en sont donné quelques bonnes à cet endroit-là. Bon, on a vu également Raikko en position un petit peu délicate, mais dans le bon sens du terme. Non, c'est vraiment un beau circuit. Après, les 2 lignes droites, l'allée, l'épingle, et puis celle du retour, où il y avait l'utilisation du DRS, donc qui a permis certains dépassements, et notamment pour la victoire. Et puis, la dernière portion, qui, moi, ne m'inspirait pas trop, j'avoue, à part le fameux triple ou quadruple droit, comme on veut. Qu'on ne voit pas bien, d'ailleurs, à la télévision. Il faudra qu'on m'explique comment la réalisation, alors qu'on vend des circuits avec des virages signature, on ne les filme pas bien. Caméra embarquée avant le mur, très peu. Caméra embarquée avec ce triple droite, très peu. Je comprends pas. Mais enfin, bref, c'est un faux. Je suis d'accord avec toi. Problème. En revanche, on a vu qu'on pouvait doubler à certains endroits dans cette petite portion sinueuse et c'était sympa. Bon, écoute, pour moi, le circuit, c'est carton plein. C'est vraiment remarquable. Alors après, dans l'ordre, on peut y passer 2 heures. On attend. Vas-y. Donc, l'ambiance, génial. Dès les essais libres, on voit que le public est là, répond présent, qu'il est enthousiaste, à l'américaine, des vrais passionnés, des gens. Moi, j'adore ce pays pour cette raison-là, entre autres. Ce sont des vrais passionnés de sport mécanique. Quand ils viennent, ils se lâchent, ils sont heureux d'être là. Et bon, on l'a vu, les qualifs, pareil, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et alors, midi heure locale, plein, effectivement. Génial. Donc, génial, le cérémonial, l'émotion, enfin voilà, carton plein. C'est un événement remarquable. Comme je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Comme probablement, seuls les États-Unis sont capables d'en mettre sur pied comme ça. Parce qu'en plus, il y avait une attente depuis 2007. L'endroit, on peut se dire, oui, Austin, au Texas, pour venir, ça n'a pas marché. Et si, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on attend en France ? Voilà, ça y est, je l'ai dit. Oui, on attend la suite au prochain numéro. Alors, sur la piste, Hamilton-Vettel, ils ont été un peu quand même seuls au monde, non ? Oui, rapidement, ils étaient sur une autre planète. Oui, c'est clair qu'effectivement, on va prendre
dans le départ, si tu veux bien. Bon départ de Vettel. Bon, tout le monde se demandait ce que la file de gauche, c'est-à-dire celle qui était sur la partie la moins adhérente, pouvait faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques freinages un peu... Il y avait des inquiétudes même. Hamilton ou Button avaient demandé à ce qu'on nettoie la piste. Enfin, tout le monde se disait, ceux qui sont à gauche vont se faire avoir. Rester posés et ceux qui étaient à droite. Bon, on a apprécié, juste pour un petit retour en arrière, mais peut-être on va parler de Ferrari plus tard, effectivement, les problèmes de boîte de vitesse de Massa, le pauvre, qui l'ont affecté et qui l'ont fait prendre 5 places de pénalité. C'est vraiment dommage. On revient devant. Donc, un excellent départ de Vettel, un bon départ d'Hamilton. Weber se rate un peu, se fait dépasser un petit peu rapidement, reste devant au début. Mais à ce moment-là, il a la meilleure position. Il protège Vettel peut-être. On est d'accord. C'était le rôle qui lui était alloué. Et puis, on se rend compte rapidement qu'Hamilton, la performance de la McLaren et de celle de Button, qui est assez loin derrière, mais qui commence à remonter, sont vraiment bien. Et que sur un tracé qui reprend un petit peu d'adhérence, eh bien, la course va vers eux. Alors, on se dit que peut-être Hamilton, effectivement, a des chances. Mais sur une autre planète, oui, il termine. Tu as vu, les écarts, c'est énorme. Alonso a 39 secondes sur la ligne d'arrivée, c'est beaucoup. Mais alors, est-ce que tu n'as pas quand même été un peu étonné sur l'ensemble du week-end de voir finalement Hamilton gagner? Parce que Vettel semblait être, mais alors, dans son jardin, dès les premiers essais du vendredi, il collait mais une seconde à tout le monde. Et finalement, en qualif, c'était moins attendu. Et puis même en course, il perd. Écoute, c'est pareil. Bon, l'écart en qualif n'est pas monstrueux, mais il est là. Donc, c'est vrai que... Oui, logiquement, c'était pour Vettel, soyons clairs. D'ailleurs, il le pensait, je crois, lui-même, en se disant « J'ai tellement dominé tout le monde depuis le début que cette victoire ne peut pas m'échapper. » Et je rappelle, et il l'avait d'ailleurs dit, moi, il disait « Bon, la position d'Alonso, c'est pas le problème. Moi, je dois gagner. » Il n'a pas gagné, donc il a échoué. D'ailleurs, son visage, lorsqu'il est descendu de la voiture en montant sur le podium, bon, après, il a fait bonne figure, mais ne trompe pas, Vettel, on l'a dit et redit, c'est un winner, c'est un gagnant. Quand il est deuxième, il est vert, c'est le premier débattu. Et surtout, l'écart avec son rival ne se creuse pas suffisamment, ne se creuse que de 3 points supplémentaires. Donc, tout est encore ouvert pour le Brésil. 13 points au Brésil. C'est vrai que Vettel a de la marge, quelque part, mais pas tant que ça. Il ne faudrait vraiment pas qu'il lui arrive quelque chose. Non. Alonso aura certainement l'écart pour aller récupérer 13 points s'il devait y avoir un problème pour Vettel. Il y a toutes les configurations, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est évident que là, il n'y a rien de confortable dans sa position. Parce que déjà, 13 points, c'est pas grand-chose. Il suffit, par exemple, si malheureusement Vettel, et on a vu que la mécanique pouvait frapper pour Weber, a un problème d'alternateur, pour ne parler que de ça, ou un autre problème de fiabilité, il abandonne ou il se fait accrocher par un pilote téméraire, voire audacieux, voire qui risque tout. Bref, il marque 0, il suffit qu'Alonso soit 3e, et on voit qu'il est parfaitement capable de le faire, d'où qu'il parte, d'où qu'il parte. Il termine sur le podium. Donc voilà, l'enjeu, déjà pour Vettel, ce sera d'arriver au bout, et évidemment, si possible, d'arriver devant Alonso. Alors après, on ne va pas commencer à faire le Grand Prix du Brésil, mais c'est pas évident. Alors il y a un petit peu 2 conclusions paradoxales qui peuvent être tirées à l'issue de ce Grand Prix pour 2 équipes. Red Bull, pour finir. Champion. Et oui, mais en même temps, la déception de Vettel, on ne savait pas trop sur quel pied ils allaient danser. Et de Weber, qui ne termine pas non plus, alors que Weber aurait terminé, je pense, sur le podium. Évidemment, vu le trou qu'il y a avant Alonso, la place de Weber, quelque part, elle était entre Vettel et... Bon, donc il pouvait avoir 2 machines sur le podium, 2 pilotes sur le podium, et un très beau 3e titre constructeur d'affilée, ce qui est très rare. Pardon, il faut rappeler qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes. Je crois que de mémoire, à part naturellement Ferrari, avec les années Schumacher, à part effectivement Williams, avec aussi les très belles années, et puis McLaren. Donc c'est la 4e équipe. Donc on rejoint vraiment un trio somptueux. Donc bravo à Red Bull, c'était pas évident. Bravo à Christian Horner, Adrian Newey et toute la bande. Et vraiment, moi ça me fait plaisir, je le répète, pour Adrian Newey, parce que c'était pas évident au début de saison, et que c'est un type formidable, et qu'il a fait un pari audacieux quand il a quitté McLaren pour venir dans cette petite équipe Red Bull, tout risqué. 3 titres constructeurs, c'est à lui qu'on les doit. Bon, alors donc on va dire content, mais peut-être un peu déçu quand même, Red Bull. Et Ferrari, content parce que le titre est jouable et va aller jusqu'au bout. Mais en même temps, 38 secondes derrière le rival principal. Est-ce qu'on peut être quand même content de cela chez Ferrari? Non. C'est clair que là aussi, Alonso a fait, même après les essais qualifs, bonne figure. Lui qui se retrouvait 9e en performance, 9e en qualif, c'est quand même, pour un prétendant au titre de champion du monde et pour un Alonso, c'est quand même vraiment, vraiment mauvais. Bon, après, évidemment, il y a eu la pénalité qui a frappé Grosjean, et puis la pénalité surprise, j'y reviens, qui a frappé Massa pour ce problème de boîte de vitesse. Donc, qui a permis... mais attends, là tu joues les vierges effarouchées, si je puis me permettre, mais... C'est pas un peu de bonne guerre ou c'est pas tactiquement plutôt oui, plutôt mais pas mal. Écoute, on peut en sourire. Bien sûr que oui. Non, mais
évidemment, on lui fait gagner un rang et puis on le met du bon côté, etc. Bon, on a bien compris la manip. Hein. Massa fait une belle course d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ça, et je lui ai assez tapé sur la tête dans la première moitié de la saison pour dire qu'aujourd'hui, pareil, bien que pénalisé et partant de loin, il s'est bien battu. Il revient sur les talons d'Alonso. En qualif, qu'on le veuille ou non, il était mieux classé que lui. Il termine à 6 secondes 7. Non, c'est du très beau boulot. C'est du très bon Massa qu'on retrouve. Moi, je suis ravi. Non, mais t'es patron d'équipe, tu fais la même chose. Oui. Bon, voilà, mais je suis pas fier. Oui, voilà. Bon, d'accord, c'est ça. Bon, en tout cas, ça y est, ça se jouera donc au Brésil et chez Ferrari. Allez, on a peut-être réussi l'essentiel, à savoir prolonger cet espoir fou, mais réaliste. Et si Alonso devait être champion du monde au Brésil, on saura bien que Vettel était plus fort dans la deuxième moitié de saison. Mais sur l'ensemble de l'année, on ne criera pas non plus au scandale. Non, c'est pas une honte. De toute manière, d'abord, un champion du monde, ça n'est jamais une honte. C'est lui qui a su déjouer les pièges, c'est lui qui a su être le mieux placé. Et puis on répète une nouvelle fois. Et là, on en a la démonstration éclatante. La machine d'Alonso n'est manifestement pas au niveau, en tout cas actuellement, au niveau de la Red Bull Renault. La Ferrari est en retrait. Alonso en tire le meilleur en course, même si, on vient de le redire, Massa a fait aussi bien que lui sur ce Grand Prix. Il est parti beaucoup plus loin derrière, il termine sur ses talons. Massa a fait du très beau boulot également. Donc, Tiens, je repense à ce fait de course quand, finalement, Hamilton double Vettel pour la victoire. Vettel la joue un peu mauvais joueur et accuse un petit peu le trafic, et notamment Karthikeyan de l'avoir gêné. Est-ce que toi, quand tu l'as commenté en direct sur RMC, bien sûr, on le sait, tu as eu ce sentiment-là et tu as senti qu'effectivement la situation était un peu limite, non ? Ça, on l'a vu à une ou deux reprises, c'est assez rare. La Vettel fait preuve d'un peu de mauvais esprit dans le feu de l'action, naturellement. Et surtout, je crois qu'il est déçu de son KERS, à mon avis, qui ne lui permet pas de répliquer au KERS et au DRS, naturellement, de la McLaren. Donc, effectivement, on voit qu'il protège la partie intérieure du virage à gauche qui suit la longue ligne droite, et puis il joue le jeu, il ne se déporte pas deux fois, il ne fait pas les Schumacher, on va peut-être y finir. Donc lui, il se déporte une fois, il protège l'intérieur, et malgré tout, Hamilton a tellement de vitesse qu'il parvient à le prendre à l'extérieur. Alors oui, le trafic l'a un petit peu gêné, mais comme les autres. Alors c'est vrai, quand on est leader, on ouvre la voie, donc c'est tout à fait normal. Les pilotes attardés, les retardataires ont les drapeaux à voir sur le côté, les drapeaux bleus, pour se rendre compte qu'ils sont rattrapés. Alors effectivement, il peut mettre 1 ou 2 dixièmes de plus que pour un autre. C'est vrai que dès que la voie est ouverte, on se dit ça y est, ils arrivent, donc il y a le deuxième derrière. Mais bon, ça lui est arrivé plein de fois d'être derrière. Oui, c'est un peu de mauvaise foi dans le feu de l'action. Voilà. Bon, ok. Je voudrais que tu nous parles de Romain Grosjean. Alors j'ai eu l'impression, j'ai pas tout compris, j'ai eu l'impression qu'il faisait un début de course formidable. Ensuite, il s'est fait doubler par tout le monde. Ouais. Et puis finalement, il termine 7. Alors on se dit, mais s'il n'y avait pas eu tous ces petits soucis, finalement c'était un super résultat qu'il attendait. Comment tu analyses sa course, Romain ? Du Romain dans le texte, c'est-à-dire, j'allais dire, excellent, rapide en qualif, un 4e temps, c'est formidable, devant Raikkonen, mais devant Raikkonen, donc ça prouve que le pilote est toujours aussi rapide, et moi j'ai l'impression que ça y est, il a avalé la désillusion de Spa, on a retrouvé le Romain qu'on aime, le Romain rapide, fougueux, etc. Bon, après, malheureusement, il a la pénalité parce qu'on lui change la boîte de vitesse, donc il part 9e, et puis il fait un début de course formidable, il se retrouve effectivement 5e à un moment, et puis là, la boulette, donc un tête à queue, ça peut arriver à tout le monde, donc il fait un plat monumental sur ses pneumatiques, et là on voit que la performance n'est plus là, et là on se dit, ça va être difficile, parce que là son Grand Prix est pourri. Eh bien non, il s'arrête au stand, il change de pneumatique, et on voit tout de suite que instantanément, contrairement à beaucoup d'autres, la performance de la voiture non seulement n'est pas affectée, mais il est extrêmement rapide tout de suite, et il se met à remonter, il fait un magnifique Grand Prix, il termine 5 secondes 8 derrière Raikkonen, qui n'a pas eu tous ses problèmes, c'est un superbe il fait un peu comme Massa face à Alonso. C'est exactement ça, la comparaison est excellente, avec les deux Ferrari 3 et 4 et les deux Lotus Renault 6 et 7. Raikkonen conforte largement son 3e rang au championnat, donc c'est formidable avec 206 points, donc c'est génial. Oui. Et puis Romain repasse 8e d'ailleurs, 96 points devant Rosberg. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si on va dire. Mais si je vois quand même tes chiffres, 206 pour Raikkonen, on est d'accord, 190 pour Hamilton. Oui. Mais dis donc, si on se rappelle Singapour, oh là là, alors 50 points pratiquement qui manquent à Hamilton. Hein. Oui, qui manquent à Hamilton, et comme on le disait hors antenne, j'allais dire, on sait très bien que ces points, ils auraient été enlevés à d'autres, peut-être un peu à Vettel ou peut-être un peu à Alonso, si Hamilton avait terminé devant. Donc effectivement, 50 points, ça fait 240. Ça le replace à 20 points d'Alonso, mais en sachant qu'Alonso aurait peut-être marqué 10, 15 points de moins. Et donc il était dans le coup pour le titre, bien évidemment. Donc, beaucoup de regrets pour Hamilton dans cette saison 2012. Énormément de regrets pour Hamilton. Et il n'y a pas un peu d'inquiétude quand même, je souris, mais à rejoindre l'équipe Mercedes pour 2013, parce que ce Grand Prix hier de Mercedes... écoute, j'ai bien regardé les regards, les attitudes entre Hamilton et Martin Whitmarsh sur le podium.
Je pense qu'il y a déjà du regret. Je pense qu'il y a déjà du regret parce que là, je pense que c'est mutuel, un pari tu veux dire? mutuel, Oui, totalement ça. mutuel. Je pense que c'est vraiment une histoire malheureusement inachevée de la part d'Hamilton, même si on rappelle quand même qu'il est champion du monde. Mais oui, il y avait un titre à jouer cette année. Oui, il y avait certainement un titre à jouer l'an prochain. On ne sait pas quel sera le niveau respectif des machines et des pilotes si on les connaît. Mais donc, oui, c'est déjà du regret, effectivement. Et je ne sais pas ce qu'il... Je ne vais pas appeler ça une galère, c'est comment on dit galère en allemand, mais on va voir ce que va donner Mercedes. En tout cas, il va falloir que Mercedes redresse la barre. C'est incontestablement la faillite de la saison 2012. Voilà. Ouais. Avec un Rosberg qu'on ne voit pas, ou en tout cas qui est en dehors du top 10. Non. Un Schumacher qui était bien en qualif, ça on ne peut pas lui reprocher. Mais bon, c'est vrai que sa manœuvre de défense face à Jenson Button dans la course nous a encore un petit peu quand même énervé. Plus que ça, inadmissible. Moi, je trouve qu'un pilote de son gabarit, un pilote avec son palmarès, un pilote avec son expérience, qui se comporte là comme un soudard de fond de grille, c'est lamentable. Honnêtement, là, il termine 16e. Piètre sortie, lamentable sortie. J'espère que Schumacher va faire un Grand Prix éblouissant, un Grand Prix remarquable pour son dernier Grand Prix qui sera le Grand Prix du Brésil. Parce que là, pour le moment, moi, je le vois partir sans aucun regret. Voilà, je suis cruel, comme toujours, parce que je suis déçu que ce très grand pilote puisse se laisser aller encore de cette manière-là à une véritable agression. Il faut savoir qu'à la vitesse où ça se passait, à 250 km/h, si jamais les deux roues s'engrainent l'une dans l'autre, Button monte à 10 mètres de haut. Et là, on rigole pas aujourd'hui. Donc, c'est scandaleux. Voilà. Bon, c'est dit. Une autre équipe qui est passée un peu à travers, quand même complètement, c'est Sauber. Voilà, Perez sur place, là, non, mais avec une colonie mexicaine. Bon, voilà, on ne remet pas en cause sa motivation, bien sûr, mais il n'a pas eu les moyens de s'exprimer. Kobayashi, transparent. Non, malheureusement, c'est assez curieux, comme cette équipe peut être aussi brillante. On se souvient des qualifs de Spa, qui malheureusement, à cause du départ, de l'accident du départ, on n'a pas vu, mais on l'a vu tellement brillante à plusieurs occasions, au Japon, évidemment, avec un Kobayashi sur le podium. Enfin, on ne comprend pas, je pense que chez Sauber non plus, pourquoi il y a de telles différences. Là, manifestement, la piste avec une faible adhérence, en tout cas au début, ne convenait pas. Même en course, on se dit, bon, ils vont un petit peu se refaire, etc. Bah non. Donc, pas d'explication. Ouais. Je pense que chez Sauber, on se pose également de grandes questions. Et c'est un petit peu dommage parce que, également au championnat, on piétine un petit peu. On est 6e avec 124 points. On n'arrive même pas à dépasser Mercedes. Ouais. Et je le dis avec beaucoup de cruauté, 136 points. Les deux compteurs sont bloqués. Ouais. Et puis un petit mot, si tu veux bien, du trio à Hülkenberg, Maldonado, Senna, qui nous ont bien animé la fin de course. Ouais. C'était sympa. Ça, c'était super. Écoute, là, même les deux équipiers, c'était un poil limite, on en parlait tout à l'heure. Il y avait vraiment une feuille de papier à cigarette entre les roues. Mais bon, il n'y a pas eu véritablement d'accrochage. Et puis, ce sont deux pilotes sud-américains au sang chaud. Deux pilotes qui se battent, on le rappelle, pour rester naturellement sur la grille de départ de 2013. C'est maintenant que ça se joue. Deux pilotes combatifs. Écoute, rien à dire, tant mieux. Et puis, tu sais, chez Williams notamment, on a l'habitude d'avoir des pilotes combatifs. C'est vraiment ce qu'on aimait chez Mansell, quand Frank Williams et Patrick Head à l'époque adoraient ces pilotes qui sont braves. Jones. Voilà. Les deux pilotes sont braves, sont jeunes et braves. C'est non, je suis sûr que ça n'a pas déplu à les deux dans les points. Ouais, tout à fait. C'est sympa. Allez, dernière question, parce que bien sûr, on est revenu sur ce Grand Prix des États-Unis, mais allez, la dernière question, c'est pour ce qui va arriver la fin de semaine, le titre qui va se jouer. Tu te mouilles ou pas? Ah oui. Allez. Vettel. Ouais. Vettel, parce que la machine est supérieure à la Ferrari. Vettel l'a démontré là aussi. Là, vraiment, il était déçu de cette fait devancer, mais il n'y avait pas moyen de faire mieux finalement. La McLaren, quand elle est passée avec Hamilton, elle était légèrement supérieure. Bon, il termine à un souffle, il termine à moins d'une seconde. C'est vraiment un bras de fer formidable. Mais je pense qu'au global, même si Hamilton peut-être encore gagner la dernière, eh bien, je pense que Vettel sera devant Alonso. Ce sera globalement son objectif. Après, il y a tous les calculs, avec effectivement les 13 points d'avance. Il peut se permettre d'être derrière si Alonso est... Bon, Alonso, son objectif, ça va être de remporter le Grand Prix, mais là, il aura du mal. Ouais. Ok, bon, eh bien, on verra ça. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, parce que ça ne va pas s'arrêter, là, ça enchaîne. Ça va être du lourd. Et on va se retrouver donc lundi prochain pour un nouveau numéro du Débriefing F1. Ce sera le dernier de la saison. Merci Jean-Luc. Merci LFB. Merci de votre attention, de votre fidélité, bien sûr. Et à bientôt sur motorstv.com. Salut. Salut.